je me suis écroulé, quoi. Je me suis écroulé parce que, je dis, Steven, t'es solide quand même. Parce que dans ma tête, à un moment, j'ai dit, je vais pas y arriver, quoi. Mais ça, je me dis souvent en aventure. Déjà, je me le dis dès le début. Je me dis, je suis pas. Déjà, originellement, je me dis, quand j'étais petit garçon, je n'arriverai jamais à rien parce qu'on m'a éduqué comme ça. Mais aujourd'hui, il y a plein de fois où je me dis, je vais pas y arriver. Et quand tu dors pas la nuit, il y a plein de moments où tu te dis, c'est pas possible, ça va pas le faire. Mais en fait, Perrine me le disait tellement que je lui disais, mais si, on va y arriver, c'est sûr. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. Nico, je suis désolé, il faut que je t'interrompe. En fait, je fais une interview avec Steven Le Yarrick qui vient d'arriver à l'instant. Yes, merci beaucoup Nicolas. Ciao. Ça va ? Ouais, ça va. Ouais. Salut Steven. Salut. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique. On enregistre à la Villette, c'est en extérieur, c'est une première. Ouais, outdoor. Hein. Outdoor, toujours. Outdoor au cœur. Nos échanges, tous les trois avec Perrine en amont de votre PTL, c'est cette grande aventure de 300 km et 26 000 mètres de D+. Je crois qu'il y a eu quelques kilomètres de plus au compteur d'ailleurs pour vous. Marquer le début de l'UTMB, en tout cas les préliminaires. Je trouve que c'est une belle façon de la conclure en recueillant ton retour d'expérience sur cette épopée. J'ai le plaisir donc de profiter de ton passage parisien pour l'occasion. Perrine, elle a sauté à l'arrache dans un avion, votre PTL terminé, pour retourner en Arabie Saoudite pour reprendre le chemin du boulot. Donc voilà. Je suis pas sûr qu'elle a regardé beaucoup de films dans l'avion, à mon avis. Elle a plutôt profité de la tue-tête. Ouais, elle a profité surtout de 4 places qui lui été proposées parce qu'elle était découpée, quoi, et à chaque fois elle essaie de négocier pour avoir les places du milieu. C'est ses grands paris à elle. Mais non, mais elle a les pieds explosés. Elle a un arrêt maladie même pour 3 jours. Bon, donc elle bosse quand même, mais de chez elle, parce que là-bas, il faut un arrêt maladie pour bosser de chez soi. Du coup, voilà, non, ça va pour tout le monde, mais je crois qu'elle est un peu blessée, ouais. Est-ce que tu peux nous parler de toi ? On est à J+3 là aujourd'hui, mentalement, physiquement, là il y a des petites nouvelles. Pour ceux qui n'ont pas suivi, tu t'es blessé pendant la course assez sérieusement. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il en est ? Et puis est-ce que l'état de fraîcheur mentale aussi, quelques jours après l'arrivée ? Non, ça va. Non, le plus dur, c'est de repartir de Chamonix, je pense. Après, non, j'ai une fracture de la 8e côte. Là, je sors des urgences, rien de bien grave, mais c'était juste pour valider ce que j'ai ressenti pendant pas loin de 150 km, parce que je me suis pété ça, je pense, à peu près à mi-course. En faisant pas forcément le con, mais sur des descentes où tu commences à prendre de la confiance, tu te dis que ça passe, tu te dis que t'es fort et il t'arrive plus rien. En fait, c'est ça qui est fou, et je pense que les athlètes UTMB ils doivent ressentir la même chose, c'est qu'à un moment, en fait, tes pieds se posent tout seuls, tout s'organise un peu dans ton corps et tu deviens un peu un chat, quoi. Et là, j'étais pas trop un chat, quoi. À ce moment-là, mes pieds sont partis, je suis tombé sur une dalle et je suis tombé de 2 mètres, 2 mètres 50. Un peu de plein fouet sur mes côtes, et voilà, et je me suis fait un peu mal. Ça aurait pu être plus grave que ça d'ailleurs, puisqu'il y avait la possibilité que tu tombes encore plus que 2,50 m. Ouais, j'aurais pu me faire beaucoup plus mal, parce qu'à 20 mètres de là, il y avait 700 mètres de vide, et c'est comme ça partout, hein, sur la PTL, c'est très aérien, c'est très dangereux. Cette descente, on l'a commencé de nuit, c'était très costaud. D'ailleurs, heureusement que l'orga avait mis des guides à certains endroits, sinon on se perdait, on arrivait sur des parois où c'est plus de l'escalade. D'ailleurs, il y a énormément d'escalade sur la PTL, d'où les vitesses instantanées qui sont vraiment pas hautes. Mais non, j'étais bien. Le seul truc, c'est que c'est long, c'est dur, c'est engageant, c'est pas du trail en fait, c'est de l'aventure, et c'est entre la course d'orientation, le raid aventure et ce qu'on peut appeler de la course à pied, mais tu cours pas énormément, ouais. On va rentrer dans ta course de façon chronologique. Je vous avais laissé donc la veille de la course dans l'euphorie des retrouvailles avec Perrine, et c'est l'excitation qui était à son comble. Est-ce que cet enthousiasme, il était toujours de mise sur la ligne de départ, ou est-ce que l'excitation, elle a de plus en plus coexisté avec un peu de nervosité à l'approche imminente du coup d'envoi ? Ouais, j'étais pas stressé, mais je me mets souvent la pression, et
Non, j'étais ému parce que je faisais ça avec Perrine, je fais ça avec Joe aussi, mais je m'étais engagé à faire ça de manière ponctuelle, hein, parce que je suis pas ultra trailer, même si je déteste dans la montagne cet été, j'ai entendu ça tout le temps, attention aux trailers, parce que les trailers vont plus vite que les randonneurs et tout ça. Je dis mais je suis pas un trailer, je suis un humain moi avant tout. Mais non, j'étais un peu ému, j'étais un peu ému, et puis surtout il y avait du monde. Je parle pas de la foule forcément, je parle des proches, même des gens un peu moins proches, des gens qui nous suivent, ce qu'on appelle vulgairement des followers, qui sont venus sur la ligne de départ. Il était 8h du mat, il y avait Mathieu, aussi Alix, les amis, tous les proches, il y avait mon masseur, enfin bref, il y avait tout le monde qui était là pour nous, quoi. Et ça, dans la vie, ça te marque, parce que tu te dis ce que je fais, ça a du sens, et peut-être ça a du sens pour d'autres gens. Et en fait, ce cercle, il s'est élargi, enfin on va en parler après, mais il s'est élargi jusque loin, jusqu'à la ligne d'arrivée, et ça m'a touché fort. Et au départ, j'ai dit putain mec, va falloir assurer, quoi. On est le lundi 22 août, 8h du mat, le départ est donné. Est-ce que tu peux nous raconter cette première journée? Vous êtes parti déjà pied au plancher? Ouais, kilomètre vertical du Brévent là. Moi je connais par cœur, hein. Perrine on l'avait fait aussi, Joe aussi, on l'avait fait en Rocco. Non, on est parti assez vite, mais moi j'avais décidé de partir vite. J'avais pas envie d'être dans les bouchons, parce que il n'y a pas énormément d'équipes, mais tu vois, une centaine, hein, c'est ça? Ouais, tu as une centaine d'équipes de 2 à 3 personnes. Tu vois, sur un kilomètre vertical, ça fait vite des bouchons. Il y a des gens qui sont plus là en randonnée avec des sacs de 30 à 50 litres des fois. Nous, on avait un sac léger, pas trop de bouffe, pas trop à boire. J'avais envisagé de plutôt se ravitailler aux ouches. Et donc, on est parti vite. Je suis pas entre la 10 et 15e place. Et voilà, mais on voyait au-dessus les deux frangins là, qui menaient les débats en trottinant et tout ça. Je trouvais ça marrant, quoi, qu'il y ait encore un gap de niveau. Je pense qu'ils ont un bon niveau UTMB, tu vois. Et ils gagnent Tour des Géants régulièrement. Donc, ouais, c'était intéressant, mais quand même un peu stressant, parce que tu sais, tu pars pour 300 bornes, quoi. Tu pars pas pour 40 bornes. Donc, faut gérer, regarder où tu mets les pieds, et puis pas faire le con. T'as assez vite des signaux comme quoi la forme n'est pas tout à fait là. Est-ce que c'est une source de préoccupation? Voilà, qu'est-ce qui t'a permis déjà de diagnostiquer ça et de sentir que c'était pas exactement la forme de ta vie? Et puis, qu'est-ce que ça a suscité? Est-ce que t'en as parlé? Bah en fait, je me suis pas senti parfaitement à fond, mais en fait je suis jamais très bon dans les débuts de course, hein, que ce soit en vélo, à pied ou n'importe quoi, ou toute ma vie j'ai jamais été bon sur les débuts de course. Quand je faisais des courses à étapes, la première étape, des fois je finissais gruppetto et le lendemain je gagnais, tu vois. J'ai toujours été nul à chier, parce que en fait je déteste avoir mal. Je supporte pas avoir mal depuis tout petit. Je supporte pas qu'on fasse du mal. Je supporte pas avoir mal tout court. Je supporte pas subir, en fait. Est-ce que tu fais les bons sports? Et non, mais ce truc, en fait, c'est aussi un apprentissage de moi-même. C'est pour ça aussi que je suis si fort et j'arrive à transmettre parfois des émotions ou synthétiser des sensations, mettre des mots sur des choses que certains n'arrivent pas à forcément nommer ou à quantifier, qualifier, etc. C'est pour ça que j'ai cette capacité-là, parce que je déteste ça moi aussi. Et les gens ils me disent, mais toi t'es un robot. Non, moi, pas du tout, moi je suis le pire. Et Perrine est pareil. Donc tous les deux là, franchement, on était nuls à chier. Tous les deux, en plus elle était bien pire que moi, parce qu'au départ elle déteste ça. Elle déteste les départs, et elle déteste encore plus manger. Et quand on a mangé aux ouches, on allait vers le Nid d'Aigle. Là j'ai vu qu'elle était dans le dur. Et on a encouragé et tout ça, et ça a été, tu vois, mais ça a été chaud. Je contamine, tu vois, t'arrives presque à la nuit. Après, c'est une autre course qui commence, mais ouais, ce départ était dur, ouais. Je fais un petit saut dans le temps au deuxième jour. Donc, il y a une première et relativement sérieuse alerte pour Perrine sur une paroi. C'est aussi peut-être l'occasion d'une prise de conscience pour vous, un peu de refactorer les objectifs et de repenser l'approche finalement sur la course. Ouais, pas faire de bêtises, quoi, parce que on peut avoir des capacités, de l'expérience et tout ça. La PTL, en fait, c'est pas au-dessus de tout ce que j'avais imaginé, parce que je pense que j'ai fait des choses plus dures, plus engagées, plus dangereuses, plus longues. Mais en fait, c'est un espèce de melting pot concentré de tout ce que tu peux faire de plus dur ou de pire dans une aventure.
et de meilleur aussi, avec des passages en haute altitude et tout ça, des passages où il faut s'assurer, s'encorder, des passages où il faut mettre ton matos assez vite si tu veux pas perdre 3 heures à chaque fois, parce que les cut-offs sont quand même assez serrés, hein. La limite, la deadline est quand même... pour info, je crois qu'on n'a pas dormi plus de 1h30, 2 heures par jour pendant 6 jours et on finit à 5 heures des cut-offs, quoi. Donc, faut imaginer qu'on n'est pas non plus des randonneurs, quoi. Mais c'était, ouais, Perrine était dans le truc. J'ai peur pour elle parce que j'essaie de la protéger. Mais ouais, quand ça va trop vite, elle gueule. Quand ça va pas assez vite, elle gueule aussi. Mais là, il fallait se concentrer très fort parce que c'est costaud, quoi, et c'est dangereux. Là, avec Joe, ils se sont trompés de paroi, c'est ça? Elle a décroché à ce moment-là? Ouais, ils se gourent le matin, ils m'attendent pas tous les deux et je le comprends parce que j'étais de mauvais poil, je sors des contamines, je pense que je suis bien et en fait, je m'endormais comme un comme un débutant qui n'a jamais fait d'ultra-endurance. J'en rigole parce que en fait, ça fait 5 jours que j'y pense, même pendant la course, j'y pensais. Je suis considéré dans mon sport, c'est pas moi qui me suis considéré comme ça, mais comme l'un des meilleurs dans les phases de non-sommeil. J'arrive à faire des courses où je dors que 10-15 minutes par jour pendant 24 heures. Pendant 10 jours, j'ai battu plusieurs records. Et là, je m'endors. À la première nuit, je m'endormais. C'est-à-dire qu'à 22 heures, j'avais les yeux qui clignotaient. À minuit, je m'endors. On allait vers... Notre-Dame-de-la-Gorge et tout ça, je m'endormais à Notre-Dame-de-la-Gorge. Et après, on tournait à gauche et on allait chercher un col hyper technique. On était au-dessus du col du Bonhomme, mais genre 500-700 mètres au-dessus du col du Bonhomme, en altitude. Et là, je suis mort, quoi. Je suis vraiment mort. Je me sens explosé, en fait, comme si j'avais fait 7 jours de course. Donc, ils font leur montée. Ils s'endorment 1 ou 2 fois sur la route. J'avance pas. Et dès que le jour s'est levé, ça a été... Et à ce moment-là, ils se loupent, là, ils vont à droite tous les deux, je les suis. Et je leur demandais, vous êtes sûr? Est-ce que tu es sûr à 100%? Mais ils me disaient, mais mec, tu vas pas m'apprendre. Et comme on était les seuls, j'ai commencé à poser des questions. J'ai fait demi-tour, j'ai repris la trace initiale. Puis voilà, mais Perrine a déchiré toutes ses fringues, elle a explosé son pantalon. Donc j'en ai fait quelques blagues sur Instagram, mais sur le coup, j'ai un peu flippé, quoi. Parce que ça veut dire qu'elle a tout descendu sur les fesses et elle aurait pu se faire très mal. Et Joe, il s'est excusé, il s'est calmé, mais c'était pas de sa faute. En fait, dans ces cas-là, on fonce et on réfléchit comme un bélier que moi je suis. C'est-à-dire, on fait jamais demi-tour et on fonce, mais en fait, il faut toujours faire demi-tour quand c'est comme ça. La PTL, elle a été tragiquement endeuillée par la mort d'un coureur brésilien dès la première nuit. Dans quelles conditions vous l'avez appris, vous? Juste après ça, en fait, on redescend, on passe... On arrive à un refuge, comment il s'appelle ce refuge? Enfin bref, on arrive sur un refuge très haut à 2006-2007. Et là, on voit 2 personnes arriver, de leurs gars, et on pose la question, qu'est-ce qui se passe? En gros, il y avait des paris, on était une quinzaine de participants. À tous les coups, ça va être annulé, à tous les coups, ils vont raccourcir, à tous les coups, ils vont faire des shortcuts, à tous les coups, ils vont faire des trucs. Et du coup, ils nous ont demandé, ils nous ont posé la question, est-ce que vous voulez continuer, pas continuer? Si vous continuez, on vous conseille d'aller à ce refuge-là qui est à 500 mètres en dessous, 300 mètres en dessous en D+, mais il fallait faire 500 mètres. Et on a dit on continue. Et voilà, ils nous ont annoncé ça en disant, voilà, les conditions c'était ça, il s'est passé ça. Je crois que c'est un monsieur il avait plus son dossard, hein, il avait arrêté la course. Hein, et il avait abandonné parce qu'il était plus dans les temps. Et il a glissé dans la descente qui n'était pas forcément dangereuse, cette première descente plan glacier. Donc voilà, mais ça nous a rappelé aussi qu'il fallait faire gaffe. Nous, on venait d'avoir une alerte. Moi, voilà. Sur le coup, j'ai dit, bon, maintenant, vous savez quoi faire. Quand on fait plus les cons, on fait attention. Même si on le faisait pas forcément, ça te remet en place un peu le cerveau. Et puis, tu dis qu'il y a une vie après la PTL, quoi. C'est un scénario qu'on envisage et qu'on a en tête avant de se lancer dans une aventure comme celle-là, où on s'interdit de penser à ce genre de choses? C'est mon travail, hein, de prendre des risques. C'est mon travail de faire des fois des conneries et de prendre des risques, de m'aventurer. S'aventurer, c'est aussi prendre conscience que tu es dans un univers qui est hostile, dangereux. Quand je fais des aventures partout dans le monde, je sais il peut tout m'arriver à tout moment. Alors je cherche cette limite. Mais ouais, ce qui a été dit après la PTL par son entourage, je crois que c'est sa femme ou sa coéquipière qui a dit ça. Il a choisi sa mort.
Je trouve ça très très beau, mais très très dur. Je pense que c'est dans leur culture, c'est très très beau de le dire. Moi, je dirais la même chose, je pense. Mais ouais, c'est dur quand même, quoi. C'est dur, et puis c'est que du sport. On était en train de faire un truc qui est quand même cool, quoi. On essayait de faire le tour du Mont Blanc par une trace engagée. Et surtout aller au bout de ce rêve, quoi. Tu vois, c'est des rêves à la base, c'est pas que de l'ego. Je veux rajouter une étoile à mon truc, quoi. J'en ai rien à foutre de ça, moi. Moi, ce que je veux, c'est faire le tour du Mont Blanc avec mes amis et me rendre fier moi, leur transmettre des trucs et faire rêver les gens, leur donner envie de faire, quoi. J'ai cru voir que dans certaines vidéos que vous n'aviez pas suffisamment prévu de bouffe. C'est le cas, vous n'aviez pas tout à fait anticipé comme il fallait ça, ou juste besoin de vous alimenter que prévu? Il y a des choix à faire. Moi, j'avais décidé d'avoir un sac plutôt léger, plutôt compact. Perrine aussi, Joe un peu plus. Après, tu as des refuges toutes les 15 bornes. Le seul truc, c'est que ouais, je sais pas si on n'avait pas assez à manger. En fait, ce que j'avais pas calculé, c'est qu'il y aurait si peu de moments où tu peux acheter à manger. Et quand il y avait des bases vies, je pensais en gros, on était all inclusive, quoi. On pouvait prendre ce qu'on voulait en quantité qu'on veut, comme dans certaines des épreuves soit que j'organise, soit auxquelles je participe. Et en fait, tout était un peu short, quoi. Et surtout, après, t'arrives dans des refuges où si tu commandes, tu peux perdre 1h30 juste en attendant ton plat. Et donc, tu réfléchis, au bout de 2-3 fois, bah, tu te rends compte que tu perds beaucoup, beaucoup de temps. Donc, il faut anticiper ces besoins-là. Enfin bref, c'est des trucs cons, mais faut tout avoir sur soi. Et c'est horrible, tu vois. Tu rajoutes 2-3 kilos de bouffe sur un truc comme ça. Faut prendre des trucs qui périment pas. Alors, on avait des barres énergétiques, on avait des lyophilisés, des machins, mais ça suffit pas, quoi. Une PTL, je pense que tu es entre 8 et 12 000 calories par jour. Comment tu veux assumer ça? Puis moi, j'ai besoin de manger du chaud. Je pouvais pas manger du chaud. J'avais décidé de pas prendre de réchaud non plus parce que c'est du poids, c'est tout de suite 200-300 grammes. Voilà, c'est des choix. Peut-être que je ferais moins d'erreurs comme ça. Peut-être que je prendrais de la bouffe différemment, mais ouais, je pense pas qu'on a fait énormément d'erreurs là-dessus. Après, j'aurais dû plus manger, plus m'écouter, mais j'avais pas faim en fait. C'est étonnant, mais j'avais pas faim. La troisième journée, elle a été marquée par une descente qui s'avérait bien plus compliquée et bien plus longue qu'imaginé pour l'équipe. C'est aussi le moment où toi, tu as connu cette chute qui a été lourde. Ça a été quoi ton état d'esprit à ce moment-là? C'était de l'agacement contre toi, contre la situation? Est-ce que tu t'es dit je drop, j'arrête, ou pourquoi je suis là? Ouais, il y a eu différentes choses parce que déjà on fait la montée de cette future descente là. J'ai senti que c'était engagé. On arrive sur des parois un peu costauds, on bascule. On était bien dans nos temps. Voilà, le jour se lève, super. On voit une quinzaine de chamois là. Enfin, c'était ouf la situation. On va tout en haut. Et là, on rebascule. Et là, je vois un espèce de cimetière de pierre. Mais enfin, j'appelle ça cimetière de pierre. C'est des espèces de rochers, comme si vous alliez à la plage. Mais ça dure 5 km. Ils sont posés de manière éparse, séparés de 1 à des fois 2-3 mètres. Il faut sauter de rocher en rocher. Et vous avez une trace qui passe en plein milieu. Et vous vous dites que le gars n'a pas tracé là exprès. C'est pas possible, il s'est trompé. Ou bien nous sommes trompés. Et en fait, la PTL, c'est que ça. La trace, elle est soit 10 mètres au-dessus, soit 10 mètres en dessous, soit vous êtes exactement dessus. Mais ce qu'il a voulu vous montrer, c'est que la vie, c'est dur, quoi. Et la montagne, elle est pas facile. Et donc, on est descendu. Il y a 2 pompiers qui reviennent sur nous. Ils font la trace. Je saute un rocher. Et là, je m'explose par terre. Voilà. Bon, c'est comme ça. Ça aurait pu arriver plus gravement. Ça m'a mis une première alerte. Après, je me suis un peu calmé. En fait, 500 mètres après, on redescend... pas une borne, 800 mètres, quoi. Et en fait, Joe, le troisième... larron, il prend le lit de la rivière au lieu de prendre le chemin qui est juste à droite, mais c'est genre un espace de 10 mètres, quoi, que tu vois pas, hein, le chemin. Mais il valait mieux peut-être à ce moment-là perdre 5 minutes que de perdre les 3-4 heures qu'on a perdues bêtement. Et il faisait 40 degrés, on arrive à Morges, on est déglingué, basse vie. Et là, on avait déjà pris un coup dans les carreaux, ouais. La chute que tu as connue, tu as tout de suite su que c'était un truc important, quoi. C'était pas une chute anodine. Est-ce que c'est des choses que tu as délibérément un peu tues pour pas plomber l'ambiance de l'équipe? Est-ce que toi, tu encaissais plus que
que tu ne le devrais pour un peu préserver l'esprit et la dynamique, sachant que tout le monde était un peu sur le fil? Ouais, je dis jamais trop rien. Soit je gueule, mais c'est rare en collectif, soit je dis jamais trop rien. Parce que là, je voulais protéger le groupe, tout le monde en chiait, j'avais pas envie de leur dire bah moi j'ai un truc en plus de vous, quoi. Et puis comme j'ai dit là à l'hôpital, quand la dame elle me dit mais monsieur, vous avez pas senti que vous aviez mal, moi je suis athlète d'un certain niveau depuis longtemps et je pense qu'on n'a pas les mêmes seuils de douleur, on n'a pas la même appréciation de la douleur et quand j'ai mal, j'ai vraiment mal, quoi. Là j'avais mal, mais savoir si c'est un hématome ou si c'est une côte cassée, je peux pas savoir. C'est quand j'ai commencé à respirer fort, dès que je rigolais, j'avais mal. Là, je me suis dit, il y a quelque chose. Et en fait, c'est que le lendemain que j'ai senti que c'était un peu costaud. Ouais. Le pire, c'est quand j'ai dû dormir 1 heure et demie le soir même. Et là, j'ai senti que c'était pété. Ouais. On donne une certaine vision de la course là pour l'instant, mais j'imagine qu'il y a aussi de la place pour plein de moments d'émerveillement et de partage. Il y a aussi plein de difficultés que tu as soulevées, mais vous arrivez à trouver quand même à profiter de ces moments-là? Ah ouais, non, mais il y a des moments exceptionnels. Mais même marcher de nuit sur ces rochers la nuit, là, c'est exceptionnel. Descendre ces grandes dalles, c'est exceptionnel. Le seul truc, c'est que c'est poussé à un espèce de paroxysme qui, à un moment, ne vous permet pas d'être dans une contemplation extrême. Et si vous voulez être dans la contemplation, vous mettez sur un rocher, vous posez 10 minutes et vous regardez votre montre quand même, parce qu'elle est en train de tourner, quoi. Et puis vous voyez des concurrents qui vous disent mais mec, fais attention parce que les cut-offs ils sont pas très loin. Enfin, donc voilà, mais si, mais tout était exceptionnel, tout était très beau. On remonte même Morges, il y a des vignes. Enfin, c'est tout des passages de ma vie en fait. J'ai fait le tour du Val d'Aoste quand j'étais coureur, tour des Pays de Savoie. J'étais coureur en Rhône-Alpes et tout ça. Donc, je connais très bien. C'est une région que j'adore. J'ai fait l'assistance de Périne sur le Tour des Géants l'année dernière en vélo. J'adore tous ces endroits. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas oublier que quand tu montes pendant 7 heures, tu redescends pendant 7 heures, tu remontes pendant 7-8 heures. À un moment, tu essaies de te concentrer et de te dire ça va être une longue méditation, mais il va falloir être fort et puis il faut assurer pour l'équipe. Tu vois les autres. Moi, je regardais beaucoup Périne, clairement, parce que Joe, j'avais confiance. Je voyais qu'il était très en forme et avec beaucoup plus de fraîcheur que nous, je pense. Et non... Ouais, on s'est amusé, on a rigolé, on a regardé le ciel tous les jours, on a pleuré, on a eu des moments d'extase. C'est la vie en accéléré, l'ultra, il n'y a pas à dire. Mais oui, c'était un peu dur. Vous avez croisé beaucoup d'équipages sur le parcours. Est-ce que c'est plutôt clairsemé? Ouais, au début, en fait, on était vraiment dans un espèce de... En fait, t'as des blocs, quoi. Je pense que t'as de 1 à 3 qui se détachent. Après, t'as un 3 à 3, 7, 10 qui sont là, voilà, à se battre. Nous, on était juste derrière. On était entre 10 et 15 au début. Après, 16, 17. Puis après, t'as un espèce de ventre mou énorme, là, entre 15, on va dire, et 30-35e place. Et des fois, en fait, ce qui nous remettait un peu les idées en place, c'est que quand je disais toujours à Perrine et Joe, je dis aucun problème, vous pouvez dormir tant que vous voulez, parce qu'ils m'engueulaient, parce que surtout Joe, il dormait pas assez. Et je leur dis, mais quand vous allez commencer à voir des gens que vous n'avez jamais vus de la course, je vous promets, vous n'allez pas vous poser les mêmes questions. Et votre moral, il va pas être le même, quoi. Et c'est arrivé 2-3 fois où tu vois des visages de gens qui arrivent au refuge. Et tu te dis non, je peux pas être là à cet endroit-là de la course. Et c'est pas contre ces gens-là ou contre la course, mais c'est que tu te dis, putain, mais on était si près de la 10e place et là on est 35e. Au fond, on s'en fout du classement parce qu'il y en a pas. Mais on se dit, bah, je vaux peut-être ça et en fait, je suis en train parce que j'ai dormi 2h30. Donc voilà, c'est une gestion tout le temps. Ouais, donc tu passes du temps. Il y a un moment, on se retrouve avec 7-8 équipes, mais c'était un peu plus tard, ouais, un peu au-dessus de Champel. On montait la Catogne, très, 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 très costaud. Et là, je me retourne et je vois 30 lampes frontales. 30 lampes frontales, c'est pas l'UTMB ou la MCC ou machin, mais 30 lampes frontales, on fait 300 bornes. Ils sortent d'où? Tu sais, je me suis dit, ils sortent d'où ces gars, quoi? Et dans ces cas-là, il faut juste faire un pas devant l'autre, accepter, aller à ta vitesse, faire une belle redescente. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils étaient beaucoup plus détendus que nous. Et en fait, ils étaient ensemble, ils étaient à 7 équipes tout le temps. Et ils s'amusaient, ils se parlaient, ils se soutenaient. La colo. Ouais, ils étaient détentes, quoi. Ils se disaient exactement quand ils allaient se réveiller, quand ils allaient partir. Et nous, on l'a pris un peu sérieux, mais ouais.
Après, on est comme ça, on a été un peu formés à ça tous. Joe, c'est un mec qui a fait beaucoup de sport, il a fait tous les mythes du sport, quoi, les Ironman, Ambraman et tout. Il a fait toutes les courses de l'UTMB et là, c'était sa dernière grosse, la plus grosse, quoi. À l'amorce de cette 4e journée, il y a déjà un taux d'abandon qui est hyper élevé, c'est près de 50%. Est-ce que toi, t'es surpris? Est-ce que finalement, ça te paraît conforme à la difficulté de la course et de l'aventure? Bah ouais, je suis quand même un peu surpris. Je sais que c'est extrêmement dur, mais 50%, quoi. 50%, quand on me dit, là ça on me l'a dit après la course, mais qu'il y a des gens qui ont abandonné en haut du Brévent, allongés par terre parce qu'ils avaient le vertige. Comment c'est possible? Mais c'est même pas un appel à l'organisation, mais comment c'est possible que ces gens-là n'aient pas conscience que c'est dangereux la montagne, quoi, où il faut avoir 2-3 qualités ou 2-3, je sais pas, 2-3 techniques qui te permettent de pas avoir le vertige dans le kilomètre vertical du Brévent, quoi. C'est quand même un truc, je dis pas que c'est pour les enfants, mais c'est quand même très accessible. Et après, plan glacier, pareil, il faut avoir conscience que c'est très aérien entre col du Tricot et là-bas. Donc voilà, mais 50% d'abandon, j'ai trouvé ça beaucoup. Et ça m'a rassuré parce que je me suis dit, ok, en fait, c'est très dur. C'est bon, quoi. On n'est pas non plus collé à la route, c'est juste que c'est extrêmement dur et maintenant, on va continuer notre course et basta, quoi. Est-ce que vous arrivez globalement à préserver un équilibre harmonieux tous les trois, autant que ça puisse l'être, parce qu'il y a forcément des divergences et chacun vit sa course un peu différemment. Est-ce qu'il y a des tensions systématiques? Est-ce que vous avez réussi à les contenir autant que possible? Non, pas de tension systématique, mais comme dans toute famille, il y a toujours des tensions. Comme dans toute famille, il y a toujours des engueulades. Et une famille qui s'engueule pas, c'est une famille qui vit pas. Perrine, elle a engueulé un peu les cailloux ou pas? Tu nous en avais parlé dans l'épisode. Perrine, elle était un peu dans son recul. Elle était un peu... c'était un peu pas l'arbitre, mais c'était un peu l'avocat au centre du truc. Médiatrice, on va dire. Ouais, médiatrice, parce que non, des fois, moi sur le sommeil, c'est pas que j'étais intransigeant, c'est que je pars du principe que si tu commences à dormir plus de 2-3 heures, ta course elle est morte, c'est plus une course, quoi. Tu vois, dans ce cas-là, il faut faire une randonnée, et on le fait en off, et voilà, mais c'est ma vision. Après, peut-être qu'on aurait dû le faire au départ, j'en sais rien. Mais moi, je voulais pas dormir plus d'1h30 par nuit, quoi. Donc voilà, ça c'était les premiers petits trucs. Après, quand le lendemain, Joe il me dit, tu vois, on aurait dû dormir plus et tout ça. Je dis non, juste, on teste, on prend des risques, on expérimente, on se trompe et on avise. On a le droit de se tromper. Je dis, c'est la première PTL. Comment tu veux que savoir? Tu vas faire quoi? Tu vas dormir 3 heures et tu vas me dire, putain, on a déconné, on a dormi 3 heures. Non, on a essayé. Parce qu'il n'y avait pas grand monde qui dormait en fait au Contamine. Donc voilà, et tous les jours il y avait des petits trucs comme ça, et surtout c'est dangereux. Tu vois, quand tu es sur une paroi et que quelqu'un te dit c'est à gauche, toi tu penses que c'est au milieu et une autre personne te dit c'est à droite, sur 3 personnes, tu réfléchis, quoi. Et là, vaut mieux soit avoir le lead, soit dire ok, bon Steven, on s'apaise, on accepte ce qui est, et puis voilà, quoi. Mais ça, vaut mieux beaucoup d'apaisement, je pense que c'est le mot du truc. Ouais, l'apaisement, la concertation, la communication, mais il y a un moment, il ne faut pas trop parler non plus, parce que sinon, c'est trop dur, quoi. C'est des débats qui sont infinis. Vous continuez votre route ensuite. Il y a un parcours de repli qui est mis en place en raison de conditions qui sont assez défavorables. Et puis toi, ta situation individuelle commence à être assez critique, notamment à l'arrivée à Trian, où tu es au bout. Physiquement. Ouais. Après, le truc, c'est que j'arrivais sur le parcours de l'UTMB, quoi. J'arrivais sur des routes que je connaissais. J'ai fait 2 fois le parcours UTMB avec le VTT. Je l'ai fait en off avec Perrine pendant le confinement. Je sais pas, j'ai dû passer une vingtaine de fois partout sur ces chemins-là et ça me rassurait. J'ai commencé à accélérer. J'ai commencé à reprendre un peu confiance et conscience, mais je leur ai quand même dit à tous les deux, c'est possible que j'arrête là, quoi, parce que ça fait la 2e fois que je leur disais après la chute là. Et puis voilà, après j'arrive, il y a la cofondatrice de Compressport, Valérie Laure, il y a 2-3 copains qui sont là, il y a 2-3 amis qui sont venus à Trian et elle me fait une interview. Moi, je dis, putain, qu'est-ce que je raconte? Donc je fais le travail, je fais le truc et j'ai des amis en plus qui nous regardent. Il y a Bénédicte Perron avec bref, il y a tout le monde qui est là, quoi. La copine d'Arthur Joël Bouillon qui est allez, on lâche pas, et je dis ok, bon c'est bon, quoi. Steven, tu peux pas, quoi. Et
peux pas abandonner comme ça, tu peux pas les laisser comme ça. Et 5 minutes après, il y a une des amies de la sœur de Perrine qui arrive, qui est anesthésiste aux ouches et qui vient me strapper. Et elle me dit, elle touche comme ça, elle me dit, c'est juste, je te le dis, parce que je vais pas alerter tout le monde, mais c'est cassé, clairement, c'est cassé. Donc maintenant, tu le sais. Et je lui dis, il faut faire quoi ? Tout ce que tu fais pas, c'est-à-dire te reposer. Et voilà. Et en fait, on a dormi. On a dormi pour la petite histoire. Il y a même un concurrent qui est venu nous voir juste après. Il me dit, Steven, c'est toi qui dormais en cuillère avec Perrine. Parce que Perrine, j'étais derrière elle et genre elle prend ma main comme ça parce qu'elle a besoin d'être rassurée, quoi. C'était trop marrant parce qu'il y avait nos petits movie makers qui étaient là, qui sont sortis par pudeur, quoi. Et il y avait un mec qui regardait ça genre putain, en fait c'est des tourtereaux, quoi. Et alors qu'on est des soldats quand on est dans les chaussures, tu vois. Donc voilà, et on est reparti de Trian un peu tambour battant. Moi je me sentais bien en fait. Après Trian, en fait, j'étais super bien. Et étonnamment, ça m'a fait un reset. Surtout, j'ai bouffé, quoi. J'ai mangé à Trian tout ce que je pouvais. J'ai mangé des trucs qui me plaisaient. J'ai pris le temps, j'ai rigolé. En fait, je suis sorti de ma course, quoi. Et tout ce que j'avais pas fait avant, je l'ai fait. Et j'aurais dû le faire avant. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que tout ce que je faisais sur mes réseaux d'habitude, c'est-à-dire parler aux gens, rigoler, faire des blagues, je l'avais pas trop fait. Et j'ai décidé de le refaire. Et à partir de ce moment-là, je me suis détendu, je me suis apaisé. Ça a été dur, mais c'était plus cool, quoi. Je reviens sur ce que tu as dit avant. Perrine et Joe, ils t'ont dit quoi, eux, quand tu as envisagé le fait de ne pas pouvoir continuer et d'arrêter là ? Joe, il a été pragmatique parce que je pense que, 1, je l'impressionne un peu, 2, il a peur de moi, et 3, comme beaucoup de gens, ils se disent il va m'en mettre une. Voilà. Mais non, lui, il respectait. Et non, je sais même pas si je lui ai dit à lui, mais j'ai dit à Perrine, je pense qu'il faut que j'arrête les frais, quoi, parce que si je m'atomise et que voilà, elle m'a dit tu fais comme tu veux, Steven, mais là il reste plus beaucoup. et j'ai regardé en rigolant, j'ai dit, parce que je savais ce qui nous attendait. Ouais, s'il nous en restait un bon bout. Ouais. Mais il y avait un parcours de repli, et en fait c'est ça aussi qui m'a poussé, c'est que ce parcours de repli, il permettait de ne pas trop faire d'escalade. C'est ça qui me faisait vraiment mal, c'était les tractions, pousser, de porter tout mon corps, parce que je fais quand même pas loin de 80 kilos, tu vois. Mais c'est 6 de moins que quand on s'était vu au marathon des sables. Mais non, mais c'est toutes les tractions, tous les mouvements de torsion aussi. Donc ils ont enlevé ça, du coup je pouvais pousser un peu plus sur les bâtons dans des gros herbages là en Suisse. Et puis non, ça s'est bien passé jusqu'au lac de Salanf. Et après check, on a redormi un peu, remangé bien. Et puis après c'était la dernière longue bataille. La dernière nuit, est-ce qu'on peut la prendre avec philosophie en se disant que c'est la dernière, ou c'est impossible, on est trop dans la fatigue, la douleur, la lassitude? Est-ce qu'il y a un peu de rationnel qui te fait dire que ok, c'est le dernier gros morceau à avaler, mais que là tu touches au but, ou c'est pas possible quand t'es dedans? Ouais, ça va plus loin que ça. T'arrives la veille au matin, on arrive à un refuge avec Joe, on avait dormi là, tout était parfait. En plus il y avait un parcours de repli qui nous faisait gagner 1 ou 2 heures. Une grosse descente un peu technique, mais voilà. Et il était 10-11 heures du mat, quoi. Et tu te dis, mais ça, nous, on l'a rentré à 23 heures, on était à Chamonix. On peut peut-être le faire, quoi. En reco. On est arrivé à midi le lendemain, quand même. Du coup, non, c'était dur. La vallée, il faisait chaud. On a commencé à monter jusqu'au lac de Grenéron. C'était pas exactement la même map que sur les recos. C'était infernal. Les passages de rivière sèche, Joe il est tombé, il a failli se bourroyer parce que si tu te loupes, tu bascules de 500-600 mètres en dessous, et il faut rester concentré. Cette montée du Grenéron, quand tu arrives en bas et qu'il y a marqué 5h40 Grenéron, et que tu sais qu'après Grenéron, le refuge du Grenéron, je crois que c'est 6h ou 5h, pareil, quelque chose jusqu'au sommet du Buet. Si tu es bon en mathématiques, tu sais qu'il reste un petit bout de temps. Donc tu calcules, tu sens que tu vas arriver un peu de nuit à 3000. Donc mon Buet, 3000, un peu plus de 3000 mètres. Hein. Et après, c'est pas fini. Voilà. Donc non, la dernière nuit, c'était tout sauf une balade de santé. Le Mont Buet, on l'a passé 2 nuits. Les cordages, des chaînes. Fallait s'assurer, matériel obligatoire, donc casque, baudrier et matériel de via ferrata.
Donc non, tu te concentres. Perrine, à un moment, elle a eu un petit coup de vertige et puis là, il fallait vraiment te pousser sur les bras et tout. Moi, ça m'a explosé, quoi. On arrive au sommet, il fait entre 2 et 4 degrés. Là, tu redescends, t'as les jambes déglinguées. Et là, tous les deux, ils me regardent et ils me disent on va dormir là. Je dis mais jamais de la vie, regardez-moi bien. Jamais de la vie, on dort là. Non, on va dormir au col de Salenton là. Mais je dis mais vous êtes fous, c'est plein vent quoi. Et je les vois s'installer tous les deux et je dis non, on peut pas faire ça. Donc je les laisse s'installer dans leur truc de survie là et je dis mais moi j'ai dormi 5 minutes et je me suis barré. En fait 5 minutes après moi ils sont repartis mais j'étais tellement énervé. Je dis oh, je vous laisse dans votre truc là parce que ça... En fait, les prises de décision deviennent de plus en plus bêtes. En fait, tu deviens un enfant de 5 ans. C'est-à-dire que tu n'es pas du tout mature ni pragmatique. Tu n'as aucun recul sur les choses. Le seul truc que tu dis, c'est j'ai envie de dormir. J'ai envie de dormir. Comme un mec bourré, 4h du matin, il a trop bu, j'ai envie de dormir, on discute demain. Mais non. En fait, là, à ce endroit-là, il ne faut pas dormir. Si tu dors, t'es explosé et tu vas attraper froid. Et du coup, ils ont dormi rapidement. On est descendu. Ils m'ont retrouvé sur un espèce de banc en briques, là. Et je sentais une équipe passer. Donc, il y a une équipe qui nous a passé, là, des Italiens. Et là, tu arrives dans une espèce de forêt, une espèce de jungle. Je vous laisse imaginer une jungle de nuit, vraiment. Hein, je déconne pas. Les locaux peuvent en témoigner. Je pense qu'il n'y a pas grand locaux qui y passent. Je pense qu'on a mis 3 heures à passer ce truc qui fait 3 km, donc 1 km/h, l'enfer. Pleine nuit, avec Perrine qui... Ah mais ça se trouve, on va tous mourir là. Hein. Ça a duré pendant 1 heure. Elle a eu une phase où c'était mourir et l'autre... Oh là là, mais je suis dans un labyrinthe, on va pas nous retrouver, c'est foutu. Elle parlait comme une petite fille, quoi. Et je la regardais, en fait, j'ai tellement d'amour pour elle que je pouvais pas ni la secouer. J'ai essayé 2-3 fois, mais je pouvais rien faire. Et j'étais pas loin du même état, quoi. Donc à ce moment-là, j'ai essayé de me contrôler moi. Je disais à Joe, mec, fais le job, quoi. Et il m'a regardé un moment et il me dit, en gros, je suis pas loin d'être comme ça aussi. Et il me dit, on sort de là, faut qu'on dorme. Toujours entre 4 et 7 degrés. Au bout du truc, on dort un coup, on repart. Et en fait, on a fait ça toutes les 2 bornes pendant... C'est horrible. Pendant, je sais pas, 10 bornes, quoi. On a dormi 5 Interminable. Ouais. Et après, tu te tapes la montée Lac Cornu. Assez dur, mais pareil, navigation, parce que c'est sur des rochers et tout ça, bon, ça se fait bien. Et après, tu descends une combe. Tu descends pas par toute la descente UTMB d'en haut, hein, la Flégère et tout ça. Tu descends et après, tu arrives sur la trace UTMB. Et là, tu vois des concurrents de l'UTMB. Et tu dis, oh, s'il vous plaît, merci. Là, on retrouve la vie parce que tu te dis... Et là, tu as des gens qui, quand ils voient le dossard PTL, et là, tu te rends compte que tu as fait un truc sympa. Parce qu'ils te disent « Allez, PTL, go PTL, oh, you're a legend », tu vois. Ça, c'est beau. Ça remet dedans. Donc là, il y a les perspectives qui sont réjouissantes à ce moment-là. Est-ce que malgré tout, tu as paradoxalement encore un peu la tête dans les montagnes et finalement pas envie de reconnecter à tout ce monde-là? Ou est-ce que vraiment, là, il te faut ce besoin de retour à la normale et de franchir cette ligne d'arrivée? Ou tu penses qu'il peut y avoir déjà un peu de nostalgie? Non, c'est trop tôt? Ah non, moi, j'avais besoin d'amour. Moi, j'avais besoin d'amour, là. J'avais besoin des gens, j'avais besoin qu'on... Ouais, même pas qu'on me regarde, quoi. J'avais besoin de voir des gens, de leur parler, de leur faire des blagues, d'avoir des regards, de retrouver Chamonix, de retrouver de la vie, quoi. Je dis pas que c'était la mort, ce qu'on a vécu du tout, hein, mais il y a des fois où quand tu dors pas comme ça, t'as des idées vraiment noires et qui t'emmènent dans des longs voyages et qui sont difficiles à contrôler. Et il y a plein de fois dans cette épreuve où je leur ai dit à tous les deux, ne m'attendez pas. Mais c'est juste parce que j'avais pas envie de leur faire subir ce que j'étais en train de subir. Et Joe, il m'a dit un truc à un moment, il me dit, si tu prends pas de plaisir, en gros, faut arrêter, quoi. Mais je prenais pas de plaisir depuis 20 heures, quoi. Tu vois. Mais j'ai gagné des épreuves où j'ai pris 0 plaisir, des fois. Mais à ce moment-là, je savais que ça allait revenir, etc. Mais c'est dur la PTL, tu vois, c'est dur, c'est pas forcément mon sport, j'ai pas forcément mes repères, je me suis préparé, peut-être trop, peut-être pas assez. Tu vois, j'ai entamé ça, j'avais déjà 3 ou 4, 5 courses ultra, tu vois, dans l'année. Si on compte le marathon des sables, ça fait 6. Des courses de entre 1000 et 2600 km sur lesquelles j'ai brillé ou pas, mais j'avais déjà une saison dans les jambes, quoi. Et j'arrive là, je vois Perrine, elle vient de traverser la Manche 10 jours avant.
Joe qui est frais comme un gardon, je sais ce qui va se passer à peu près. Mais je pensais qu'il aurait un peu plus de mal sur les 3 derniers jours. Il a eu plus de mal, mais il a été solide. Heureusement qu'il a été là, je pense. Mais c'est une expérience dingue. Après, revenir, tu sais, quand je traverse l'Himalaya, j'avais qu'une envie, c'était de transmettre au monde ce que j'avais vécu. Sinon, je serais resté en monastère. Vous franchissez la ligne d'arrivée le dimanche, donc après 148 heures et 2 minutes de course, donc c'est 6 jours et 4 heures d'effort. C'est quoi le ressenti sur la ligne d'arrivée ? Il y a de la force pour l'émotion encore, ou tu subis le moment et tu le vis un peu dans un état second ? Ah non, moi j'avais qu'une envie, tu sais, je craquais déjà pas au buet du tout, mais quand on passe cette forêt là, je commence à craquer parce que je sais que c'est fait, quoi. Je sais que c'est fait, qu'il peut rien m'arriver, rien arriver aux autres sauf une cheville, machin. On est encore tombé une fois dans la descente de la Combe là, avant la Flégère, mais là c'est fait, quoi. Tu vois, je craque complet et Perrine elle me regarde et je lui dis c'était dur, quoi. Et elle sait quand je dis ça que c'était vraiment dur, parce que je dis rarement ça. On a vécu des trucs fous quand même avec Perrine en aventure, tous les deux. Donc voilà, j'étais hyper ému. J'attendais qu'une chose, j'avais prévenu le monde entier que j'allais arriver la veille à minuit. Après, j'aurais dit j'arrive demain matin. Puis après, j'ai dit définitivement, je serai là à midi. Et je crois qu'on est arrivé à 12h00 ou 02, tu vois. Et c'est un truc de malade parce qu'il y avait tout le monde, en fait. Je crois qu'il y avait monsieur Poletti, donc le fondateur de l'UTMB, qui arrive peut-être 15 ou 20 minutes avant nous. Donc imaginez la foule qu'il y avait. Parce que lui, il courait l'UTMB. Il courait l'UTMB. Et du coup, au-delà de lui, il y avait, c'est l'heure, c'est un peu le money time de l'UTMB du dimanche. Il va y avoir les récompenses quelques heures après et tout le monde est là, quoi, avant de repartir chez eux. Et il y avait tous mes partenaires, tous mes sponsors, ceux que je considère aussi comme ma famille, tu vois, la famille Compressport et d'autres. Il y avait Alix, Mathieu, il y avait d'autres gens, il y avait Arthur, il y avait Ludo Pomeray. Je me suis écroulé, quoi. Je me suis écroulé parce que, dit Steven, t'es solide quand même. Parce que dans ma tête, à un moment, j'ai dit, je vais pas y arriver, quoi. Mais ça, je me dis souvent en aventure. Déjà, je me le dis dès le début. Je me dis, je suis pas. Déjà, originellement, je me dis, quand j'étais petit garçon, je n'arriverai jamais à rien parce qu'on m'a éduqué comme ça. Mais aujourd'hui, il y a plein de fois où je me dis, je vais pas y arriver. Et quand tu dors pas la nuit, il y a plein de moments où tu te dis, c'est pas possible, ça va pas le faire. Mais en fait, Perrine me le disait tellement que je lui disais, mais si, on va y arriver, c'est sûr. Donc on l'a fait, on s'est pris dans les bras tous, j'ai embrassé Perrine, j'ai embrassé tout le monde qui était là, c'était dingue. Et c'était ma première arrivée UTMB, tu vois. C'est ça le truc aussi, c'est que j'ai tellement fait d'arrivées pour les autres, j'ai fait l'assistance de mon ami, qui est comme mon frère Davidos, à 2 reprises. J'ai fait l'arrivée de plusieurs athlètes Compressport, j'ai fait plein d'arrivées, des arrivées de Perrine, 2 sur l'UTMB. Et c'est beau, quoi, tu vois, c'est fort ce truc, ils ont réussi à faire un truc de fou, quoi. Cette arrivée, elle est dingue, cette musique qui arrive spéciale pour chaque épreuve. Et les mecs de la PTL, c'est un peu les chevaliers qui sont partis le lundi, qui arrivent et qui font la voiture balai de tous les concurrents. Et t'as les gens de l'admiration pour toi. Après, 5 minutes après, on était moins beau à voir, mais voilà. C'est quoi la première chose dont vous avez eu envie juste après ? Bouffer. Ok. Tu rêvais de quoi ? Je sais pas, j'avais annoncé sur mes réseaux que je voulais bouffer des pains au chocolat, je sais pas quoi, et en fait il y a des gens qui nous l'ont amené, mes sponsors Garmin, et il y a 1 ou 2 fans qui nous ont amené. J'étais trop ému parce qu'ils y ont pensé, quoi. Et du coup, j'avais envie de manger des trucs normaux, quoi, des pizzas, des hamburgers vegan, parce que je mange pas du tout de viande, mais des trucs que j'ai pas pu manger, surtout. Et puis d'avoir un moment cool où tu regardes pas ta montre, tu vois, les trucs qu'on se dit pendant la PTL, et tout le monde, hein, tous les concurrents, c'est pas que nous, c'est bon, on repart dans 15 minutes. Et tu sais que tu peux pas repartir dans 15 minutes, et tu repars dans 15 minutes. Et c'est tout ça, toute la course. On repart dans 2 minutes, on se réveille dans 5 minutes, on dort 1 heure. Et voilà, là, il n'y a plus rien à faire jusqu'à 16h, les récompenses. Je me suis allongé sur le trottoir alors qu'il y avait des gens qui me parlaient, je me suis endormi. J'ai pas fait exprès. Je profite là de parler de l'arrivée pour féliciter donc les frères Gabiot qui sont originaires de Suisse, qui ont gagné. Enfin, gagné, il n'y a pas de gagnant.
Ils sont arrivés les premiers. Oui, ils sont arrivés les premiers. Qui avaient été premiers. Bravo les mecs, vous êtes des légendes, hein, franchement. Ouais. Bravo. Est-ce que tu savais que la PTL passe devant leur jardin? C'est vrai? Ils passent devant leur maison en fait. À quel endroit? Je ne saurais pas te dire, Friand mais ils passent à 5 mètres de chez eux. Grosse machine. Non, Bravo, très impressionnant vu le parcours. 100 heures de course pour eux. Mm. Et Steven, je ne sais pas si tu te rappelles, c'est pour ça que tu me vois un peu bidouiller mon téléphone depuis tout à l'heure. Avant la course, je vous avais demandé, on a fait une petite time capsule, je vous avais demandé un peu comment vous imaginiez que la course allait se passer. Donc je vais te faire réécouter ce que vous m'avez dit à l'époque avec Perrine, et puis on va voir si la course est avérée fidèle à ce que vous projetiez d'elle. Moi, c'est de partager un moment exceptionnel dans des univers absolument hors du commun, parce que c'est quand même très très beau ce Mont Blanc et ce tour du Mont Blanc, parce que on en fait un joli tour que j'ai jamais fait. Moi, je vais me découvrir une nouvelle fois dans des univers dingues, et puis après partager avec ces deux petits animaux là que je vais emmener avec moi, et que j'espère aimer encore plus à la fin de ce truc. J'en ai pas tellement de doutes, même si je pense qu'on risque de se jeter des casques ou des barres énergétiques. J'ai plus de barres. Toi, tu les gardes pour toi aussi. Ouais, moi je les mange. Mais l'idée c'est de partager, de sourire, que ça soit un long sourire. Ouais, moi j'ai envie de découvrir des nouveaux endroits que j'ai pas vus, des paysages, etc., et des cols qu'on n'a pas fait, des coins qu'on n'a pas fait. À chacune des courses que j'ai fait, je me fais des amis pour la vie. Je pense que comme on va être, que je revois jamais, mais avec qui je vis un moment fort. En tout cas, j'espère qu'on va bien rigoler aussi. Et voilà, non, un peu la même chose. Hein. Mais surtout, moi, voilà, je m'attends à... Et peut-être aussi repousser encore un peu plus mes limites et progresser, quoi, pour être prête pour le Tour des Glaciers l'an prochain. Je ne sais pas si ça a été un long sourire du début à la fin, mais est-ce que vous aimiez plus? Ah ouais, moi j'aime toujours plus. Hein. Moi j'aime toujours plus les gens avec qui j'ai vécu des choses singulières. Tout ce que j'ai dit s'est avéré vrai. Un long sourire, oui, j'ai essayé de sourire tout le temps, mais en fait il y avait toujours des moments de sourire. J'ai 1000 anecdotes, mais je me rappelle d'un moment où on est allongés tous les deux avec Perrine par terre et avec les frontales allumées pour que les gens nous repèrent quand même. Et en fait, on dormait 3 minutes. Mais en fait, on a tellement multiplié les siestes de 3 minutes qu'on s'est fait rattraper par 2 personnes qui sont arrivées et qui nous ont dit « Oh, restez pas là, c'est hyper dangereux et tout. Qu'est-ce que vous foutez là, machin ?» Et qui nous ont guidés comme si on avait 8 ans. Et c'est vachement ça, la PTL. Et en fait, j'en rigole aujourd'hui, mais moi, ça allait à ce moment-là. Il y a eu d'autres moments où j'allais moins bien que Perrine. Mais à ce moment-là, Perrine était satellisée totale. Hein. Elle était vraiment... fatiguée et elle perdait un peu pied. Et la PTL, c'est ça, il y a beaucoup de solidarité, beaucoup de support, beaucoup de passion, beaucoup d'amour entre les concurrents. Il n'y a pas beaucoup de tension, il y a parfois des mecs qui veulent aller un peu plus vite et tout, mais je pense que c'est très loin de tout ce qu'on voit sur ce qu'on peut appeler aujourd'hui le haut niveau, l'objectif de résultat pur, et on est plus dans un espèce d'esprit solidaire, peut-être fidèle à ce qui était l'UTMB au tout début, tu vois, à la jeunesse de tout ça, de mecs qui partaient en slip et débardeurs et qui essayaient de faire le tour du Mont Blanc. Là, on est un peu ça, même si on est un peu équipé. Et c'est un peu une bande d'inconscients qui se disent je vais faire un parcours qui est impossible et on va le faire quand même et on va s'aider comme des frères et des sœurs. Et voilà, mais ils ont toujours été hyper bienveillants à l'approche de Perrine, à l'abord d'endroits techniques. Des fois, ils attendaient Perrine, ils lui donnaient des conseils et tout. Et puis, alors que des fois, elle n'en avait pas besoin, mais c'est important. Je trouve ça beau, c'est beau cet esprit-là. Toute cette aventure, c'est un moment pour se recentrer aussi sur soi beaucoup. Est-ce qu'à un moment, on a fait le tour de l'introspection? Est-ce qu'on peut toujours aller plus loin au bout de 6 jours? Là, tu as encore des trucs à te dire sur toi? Ah, tu mets toute une vie, hein. Je pense que tu mets toute une vie, mais tu sais, c'est la première raison pour laquelle je voulais rentrer au monastère en 2017. Hein. Je pense que tu as toute une vie pour apprendre à être heureux, tu as toute une vie pour apprendre à savoir qui tu es, à savoir qu'est-ce qu'est le monde, parce qu'il y a diverses façons de voir le monde, diverses façons de se voir soi-même. Mais je me sens plus apaisé, même s'il y a eu beaucoup de tensions, de difficultés, de plein de choses, de risques et tout ça, de peur. Mais c'est un apprentissage et ça continuera. C'est pour ça que je fais de l'ultra. Hein. Sinon, je ferais des courses de 5 km. C'est moins dur. Enfin, en tout cas, ça fait moins mal longtemps. Quoi.
Je demande souvent une image qui aurait marqué une aventure ou une course. Est-ce que là, cette fois, tu aurais toi un mot? C'est quoi le mot? Il y en a un que j'ai lu beaucoup, qui est vivant. Je ne sais pas si c'est le plus adapté. Ouais. Si on avait un pour résumer tout ça. Ouais, c'est pour ça que je fais ces courses. C'est pour me sentir vivant, pour me sentir évidemment fort, fier de moi. Mais c'est ça qui me rend vivant, en fait. C'est de m'aventurer, c'est de me projeter dans des univers qui font flipper, quoi. Tu vois, quand je dis aux gens, moi j'ai le vertige. Quand tu as le vertige et tu fais la PTL, c'est compliqué, quoi. Donc voilà, mais non, là c'était plutôt l'amour, quoi. Perrine, c'était important de le faire avec elle. J'ai fait la course avec elle, j'ai fait avec Joe évidemment, mais c'était vraiment un truc d'amour, de passion, de protection, et j'avais toujours un œil sur elle, quoi qu'il se passait, même si on le fait toujours dans les aventures, mais là il y avait un espèce de truc. Elle sait que j'étais là, quoi. Elle savait que j'étais là, et quand je lui ai dit que j'allais abandonner ou que j'étais pas loin de craquer à Morges, là j'ai vu dans ses yeux, en fait elle s'est écroulée dans mes bras et tout, elle me dit tu peux pas me faire ça, tu peux pas m'abandonner. Elle était déjà en train de regarder où est-ce qu'on allait aller en vacances pendant la course. Elle me dit mais Steven, j'en ai rien à foutre, moi on va aller en vacances quelque part. Et là j'en pleure presque parce qu'elle est comme ça, elle est passionnée, elle est passionnelle dans son approche de l'amour et de la vie. Et à ce moment-là, je dis ok, elle veut vraiment être avec moi parce que pour prendre des billets, elle était en train de regarder des hôtels, je sais pas où là. J'ai dit laisse tomber, on va la finir cette course. Voilà. Mais c'est l'amour, ouais, encore plus que de me sentir vivant, mais l'amour ça rend vivant. Vous attendiez à une aventure très délicate, technique, aérienne, enfin voilà, extrêmement exigeante. Est-ce qu'elle a été encore plus que ça? Est-ce que c'est finalement plus difficile que ce que tu imaginais cette PTL? Ouais, c'est plus dur. C'est plus dur. Après, les conditions rendent toujours un peu plus difficile, mais non, c'est dur. C'est dur, quoi. Et les nuits, hein, putain, les nuits en trail, en fait, c'est un autre apprentissage, mais pas de faire une nuit en trail, partir à 18h sur l'UTMB. Je dis toujours que cette nuit-là, elle est gratuite presque, tu vois, elle est dure, mais t'as de la fraîcheur physique, t'as dormi possiblement toute la journée. Mais accumuler des nuits, tu vois, le départ, il est à 8h du matin. Là, tu tapes toute une journée et là, il faut que tu t'enchaînes toutes les nuits, là. Je sais pas combien les frères Gabu ont dormi, mais je pense pas qu'ils ont dormi plus d'1 heure par jour. Nous, on a dormi pas beaucoup plus d'1h30 par jour et on met 48 heures de plus. Donc voilà, donc on est au balbutiement de quelque chose qui nous mènera quelque part peut-être. En tout cas, moi, un jour, je reviendrai sur ces courses UTMB, peut-être dans pas si longtemps, pour essayer de faire un UTMB vite. Tu vois, ça m'a donné goût. Passer du temps avec Mathieu Blanchard aussi. Et certains des coureurs les meilleurs du monde, hein, du Team Salomon, de certains Compressport aussi. J'ai envie de revenir, voir ce que je vaux sur un UTMB, voir ce que je vaux sur ces courses-là. C'est pour m'amuser. Ouais, c'est une annonce, mais j'ai envie de voir, ça peut m'amuser. Et Mathieu m'a donné envie, en fait, dans son approche de stakhanoviste, au-delà du stakhanovisme qu'il a, c'est spirituel, limite ce qu'il fait, et j'aime beaucoup parce que je suis comme ça. Et en fait, j'ai fait la PTL pour apprendre, pour comprendre, pour aussi me dépasser, prendre de la fraîcheur psychologique parce que c'est dur d'enchaîner les épreuves. Mais ouais, tout le monde est fier de soi et il y a ce truc fraternel sur la PTL que j'ai retrouvé beaucoup avec Mathieu, avec d'autres, et beaucoup dans le trail sur ces courses UTMB, c'est qu'on est tous frères et sœurs et à la fin c'est beau, quoi. Tout le monde se tape dans la main. Waouh, t'es une légende, vous êtes une légende. C'est dingue, tu vois. Il y a ça dans très peu de sports, notamment dans le vélo. J'ai pas beaucoup ça dans le vélo, ouais. Est-ce que tu as le sentiment a posteriori pour tous les trois que vous avez chacun été à la hauteur de vos responsabilités, puis que vous êtes aussi révélés dans d'autres domaines, vous étiez un peu attendus chacun sur des sphères assez différentes sur ce projet-là. Est-ce que par la force des choses, c'est fluide et puis chacun doit être aussi pouvoir patcher si quelqu'un répond pas présent? Est-ce qu'il y a d'autres? Est-ce non, que toi, tu t'es révélé des choses sur toi? Ils ont été vraiment nuls, hein, les deux autres. Non, mais ouais, c'est tellement beaucoup plus compliqué, beaucoup plus subtil et en fait beaucoup plus simple que ça. C'est tout ce que tu viens de dire, en fait. En fait, les choses se font, quoi. Tu vois, c'est pas comme dans une boîte où il y a quelqu'un qui a un poste, qui doit faire ci, qui doit faire ça. Mais quand Joe il se gourre, à un moment il nous regarde, il dit excusez-nous, quoi, et je peux pas lui dire mec tu déconnes parce que je vais lui dire une fois et deux fois, mais il a très bien compris et c'est pas lui qui déconne, c'est ça la PTL, c'est qu'à un moment tout le monde fait des erreurs,
Tu vois, on n'a pas eu énormément de bugs techniques, hein, mais il y a eu des gens qui ont explosé leur GPS, qui l'ont fait tomber, qui ont perdu leur balise, on n'a pas trop eu ce genre de trucs. On n'a pas perdu de choses, nous. On n'a pas eu trop de casse matérielle, à part un bâton de Joe. On n'a pas eu trop de blessures, sauf moi. On finit à 3. Non, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Tout le monde a fait son job. Perrine, elle était là à sa place. Elle a fait son truc. Voilà quoi. Peut-être qu'un jour, elle prendra le lead sur des trucs. Voilà quoi. Mais non, Joe, il a fait son truc. C'était spécialiste de la navigation. Il avait plus de fraîcheur, je pense, dans au moins les 3-4 premiers jours. Après, il y a d'autres choses qu'il faut appréhender, c'est-à-dire on avait les pieds explosés. Enfin, moi, peut-être le moins des 3 quand je vois leurs photos de pieds aujourd'hui. Mais les pieds, certaines douleurs, quand je me pète la côte, est-ce qu'il ne faut pas faire différemment les descentes ? Est-ce qu'il ne faut pas prendre le plus de temps ? Est-ce qu'il ne faut pas plus courir les moments où on peut courir ? Mais en fait, on ne pouvait pas le faire. En fait, tu peux toujours faire mieux, mais on a fait quoi. Voilà. Merci beaucoup pour nos échanges et bravo à nouveau à tous les 3 pour cet magnifique accomplissement collectif. Vous pouvez être super fiers de vous. Bravo aussi à tous les finishers, tous ceux qui sont arrivés avant et après vous. Bravo à eux. Bonne récup maintenant, notamment pour ta côte. C'est quoi la suite de ton programme parisien là aujourd'hui ? C'est bateau mouche, c'est du D+ à Montmartre, c'est une balade sur les quais. De quoi ça va être fait ? Pas trop de D+. Non. Là, je vais essayer de me reposer parce que là, j'étais à l'hôpital, j'étais dans la salle d'attente et je me suis rendu compte que je m'étais endormi. Donc non, faut que je me repose, faut que je me recentre aussi parce que j'ai passé 2 mois à Chamonix, tu vois. Là, il faut reprendre un peu le fil de l'eau. Là, je devais aller en Espagne, je vais pas pouvoir vu la blessure. Donc je vais sans doute aller faire des reconnaissances à Nice pour un futur Gravelman là. Et puis ensuite je dois revenir ici pour j'ai un plateau télé le 16 pour une grosse télé pour le festival Tous en Selle. Et après j'ai diffusion d'un film au festival Tous en Selle aussi au Grand Rex une semaine plus tard. Après j'ai un Gravelman et puis après ça enchaîne. Et après j'ai l'Atlas Mountain Race surtout dans 30 jours. Et ça faut que je le prépare un peu. Du coup je vais avoir en gros 10-15 jours un peu cool niveau sport. Puis après, je vais essayer de remonter un peu les niveaux moteur, quoi, parce qu'il faut que j'ai un peu d'intensité avant de prendre le départ. Je mettrai dans la description de l'épisode les infos sur l'événement au Grand Rex si vous voulez y assister. Merci Steven, récupère bien. Merci à toi, merci pour tout. T'es une belle personne. Hein. Je te renvoie le compliment, merci. Merci. Salut Steven. Salut. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu, alors n'hésitez pas à le partager autour de vous et également à vous abonner, à noter et à rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour que Course Épique soit mise en avant et puisse ainsi continuer à se développer. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Merci encore infiniment pour votre soutien et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Course Épique. Évidemment.